contractile. Ça peut être génétique, ça peut être secondaire, ça peut être les maladies de système, etc., etc., etc. Et on a en tête de liste, c'est l'infarctus du myocarde, ou bien on parle actuellement de syndrome coronarien aigu. Parce que dans le syndrome coronarien aigu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est cette plaque d'athéron qui vient boucher les artères coronaires, et donc on aura l'ischémie de myocarde. C'est la mort cellulaire, c'est la microvésicule myocardique qui vont être remplacées par quoi? Par de la fibrose, et donc le cœur va perdre sa fonction de contraction. Donc, soit c'est un problème de contraction, le mécanisme, soit c'est une baisse de la contraction, soit c'est augmentation de la précharge au stade tardif. Pourquoi? Dans la diastolique, on a compris, baisse de la précharge, on a compris. Là, c'est dans la dysfonction systolique, on a une augmentation de la précharge dans le stade tardif. Pourquoi? Quand on a une augmentation de la précharge au début, c'est bien. Au début, c'est bien. Regardez. Bon, quand on va venir après pour le schéma. Quand on a une augmentation de la précharge au début, c'est bien parce que selon la loi de Starling, c'est quoi? Je vais augmenter la précharge, d'accord? Les fibres de myocarde vont être itérées, d'accord? Ils vont être itérés, ceci va améliorer la contraction du myocarde. C'est comme de l'élastique. Mais à un certain point, le stade tardif, parce que à un certain point, la dilatation est maximale. Le VG ne peut plus se dilater. Les fibres ne peuvent plus s'itérer. Ils sont itérés à leur maximum. D'accord? Ils sont itérés, regardez. Ils sont là. Ils sont itérés à leur maximum. Et ceci, qu'est-ce qu'il va provoquer? Quand les fibres ils sont itérés à leur maximum, il va y avoir l'effet inverse. Il va y avoir une baisse de débit cardiaque. Pourquoi? Quand les fibres sont très, très éthérées, il va y avoir peu d'interactions entre l'actine et la myosine. Donc, la contraction, elle sera non seulement la contraction, elle sera moindre. Et de deux, ne vous oubliez pas que la dilatation de VG, qu'est-ce qu'elle va provoquer? La dilatation de VG, elle va augmenter la tension pariétale. Donc, l'augmentation de... qu'est-ce qu'on a dit? Donc, elle va augmenter la tension, la dilatation va augmenter la tension pariétale. Et quand elle va augmenter la tension pariétale, la consommation en oxygène augmente. D'accord? Donc, toi, tu as un cœur qui est très dilaté, qui est très épuisé, qui ne se contracte pas, qui n'assure pas un débit cardiaque, d'accord? Ou dites encore de volume. C'est le cas de l'insuffisance mitrale. Il y a toujours ce volume diastolique qui augmente, qui vient s'ajouter. Or que lui, il est incapable de l'éjecter. Donc, ça va aggraver les choses à la longue. Voilà pour l'insuffisance cardiaque. Systolique. Donc, l'insuffisance cardiaque systolique, elle a deux mécanismes principaux. Soit c'est la baisse de la contraction, c'est le cœur qui ne se contracte pas, soit c'est l'augmentation de la précharge au stade stable. Donc, l'insuffisance cardiaque, deux types. L'insuffisance cardiaque systolique, fraction d'éjection qui est altérée, et l'insuffisance cardiaque diastolique à fraction d'éjection conservée. Dans les deux cas, on a une baisse de débit cardiaque. Vous remarquez que dans les deux cas, on a une baisse de débit cardiaque, on a une baisse de volume d'éjection, diastolique. Dans la systolique, parce que j'ai une mauvaise contraction, j'aurai une baisse de volume d'éjection systolique, et dans la diastolique, j'ai un cœur qui va être très, très, très mal compliant, il est fibrosé, il est rigide,
il ne va pas pouvoir se remplir, le VTD sera bas et donc le VES sera bas, le débit cardiaque sera bas. Alors c'est la nouvelle classification de l'insuffisance cardiaque. Bon, l'insuffisance cardiaque, normalement, il n'y a pas dans votre cours, mais c'est bien de la garder en tête, parce que quand vous allez faire la cardiologie. Donc, l'insuffisance cardiaque, comme on a dit, on a deux. On a fraction d'éjection conservée, on a préservé, c'est la diastolique, le prototype, c'est l'HTA, c'est l'HTA, c'est la diastole, c'est le remplissage, et la fraction d'éjection réduite, c'est la fonction de contraction qui est touchée. Là, c'est moins de 40%, là, c'est au-delà de 50%. Et ils viennent d'ajouter une troisième type qui ne concerne pas, qui est trop spécialisée, c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection qui est modérément réduite. D'accord? Alors, on a vu c'est quoi l'insuffisance cardiaque. On a vu la genèse de cette insuffisance cardiaque, soit c'est la contraction qui va être diminuée, soit c'est la précharge qui va être soit augmentée, soit elle va être diminuée, soit c'est la post-charge qui va être augmentée. Maintenant, on a défini l'insuffisance cardiaque systolique et l'insuffisance cardiaque diastolique. Maintenant, on va voir les mécanismes d'adaptation. Comment le cœur va lutter, comment le cœur va s'adapter à ces causes, peu importe la cause, HTA, insuffisance coronaire, valvulopathie, comment il va lutter, comment il va s'adapter, comment il va compenser, il va essayer de compenser parce qu'à un moment, le cœur, il va s'adapter. À un certain moment, la cause est toujours là, d'accord? Le cœur est toujours en train de souffrir. Le débit cardiaque est diminué, la consommation, le besoin des tensions au niveau de VG augmente, que ce soit dans la dilatation, que ce soit dans l'hypertrophie, donc concentrique, on va le voir. La tension est là, la consommation en oxygène est là, or que lui, il est incapable d'assurer le débit cardiaque. À un certain moment, ça finira par se décompenser. Et c'est le cas de l'insuffisance cardiaque. Hein. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui tend vers l'aggravation. Et même sous traitement, on va stabiliser à un certain moment, puis elle tend vers l'aggravation. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme mécanisme d'adaptation? Quand on dit mécanisme d'adaptation, c'est quoi? Les mécanismes d'adaptation pour essayer de maintenir le débit cardiaque. Moi, j'ai une ischémie au niveau du cœur qui va être à l'origine d'une baisse de contraction cardiaque, qui logiquement va être à l'origine d'une baisse de débit cardiaque. Est-ce que le cœur va faire rien? Non, le cœur va réagir. Il va réagir pour toujours, mais c'est augmenter, pour maintenir le débit cardiaque pour que les tissus restent oxygénés. Parce que une fois que j'ai une baisse de débit cardiaque, c'est les tissus qui vont souffrir. D'accord? Je vous ai parlé des complications en amont de l'insuffisance cardiaque gauche, de l'OAP, mais il y a aussi des complications en aval. Quand on a une baisse de débit cardiaque, les tissus, ils reçoivent moins d'oxygène, ils vont souffrir. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Ah, bien. Alors, pour les mécanismes d'adaptation, qu'est-ce qu'on a comme mécanisme d'adaptation? On a des mécanismes cardiaques, c'est le cœur qui va essayer qui va être changé, il va changer sa géométrie, il va changer sa structure
pour essayer de maintenir le débit cardiaque. On a des mécanismes périphériques. On va le voir, c'est le système, surtout le système rénine, angiotensine, aldostérone. Et on a des mécanismes neuro-hormonaux. C'est le sympathique, c'est les catécholamines, c'est le sympathique, c'est les catécholamines, c'est le facteur natriurétique, etc. Alors, ça nous reste 10 minutes, puis la diapo, on va entrer de nouveau. Alors, on commence par les mécanismes d'adaptation cardiaque. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe au niveau cardiaque. Alors, le premier, c'est le remodelage ventriculaire gauche. Le premier mécanisme, c'est le remodelage ventriculaire gauche. On aura soit l'hypertrophie concentrique. L'hypertrophie concentrique, quand on a une surcharge en pression, c'est l'épaisseur qui va augmenter, d'accord? Ou bien qu'on aura on peut avoir aussi une hypertrophie excentrique. On aura une dilatation de VG. C'est le diamètre de VG qui augmente, et ça se voit dans le cas de surcharge embolique, comme on vient de le dire. Exemple. Pour l'HTA, vous avez compris. Pour l'hypertrophie concentrique, normalement, vous savez très bien. On a donné l'exemple de l'HTA. On a dit que quand on a une HTA, une hypertension artérielle qui est une maladie chronique, d'accord, parfois on a des pics, voire même des urgences d'hypertension artérielle. Bon, on prend l'exemple de l'hypertension artérielle. Quand on a une hypertension artérielle, je reprends toujours, on a la pousse de charge qui est augmentée. On a une pression importante, une pression énorme au niveau de VG. On a une contrainte importante au niveau de VG. Regardez là. La loi de Laplace, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire la contrainte. Elle veut dire la contrainte ou bien la tension au niveau de la paroi de VG. Elle veut dire que la contrainte ou bien la tension au niveau de la paroi de VG est égale à la pression, la pression qui règne dans le VG fois le rayon, donc le rayon sur l'épaisseur fois 2. L'épaisseur de la paroi de VG. Quand on a une HTA, on a la tension au niveau de la paroi de VG qui augmente, c'est normal parce que le VG, il va se retrouver dans une situation d'augmentation de poste de charge. Il doit la vaincre. Donc, la tension, elle va augmenter au niveau de VG. Et on a dit que ce n'est pas bon parce qu'il va y avoir une augmentation de la consommation en oxygène, etc., etc. Or qu'à la base, le cœur est incapable d'assurer le débit cardiaque. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour maintenir cette tension de paroi de VG normale? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter son épaisseur. Quand celui-là augmente, celui-là diminue. Quand il va augmenter cette épaisseur, on aura la fameuse hypertrophie de VG. C'est la paroi de VG qui devient épaisse. C'est une hypertrophie. C'est la masse de VG qui augmente. Mais elle augmente de quelle manière? C'est l'épaisseur de VG qui augmente. Il va y avoir une hypertrophie des cellules de myocarde. Une synthèse plus importante des protéines, des filaments d'actine de myosine. Maintenant, quand on a une hypertrophie, c'est bon pour l'hypertrophie concentrique. L'hypertrophie excentrique, c'est quoi? C'est une dilatation de VG. Dans l'hypertrophie excentrique, on a une dilatation de VG. C'est quel exemple? L'exemple de l'insuffisance mitrale. Dans l'insuffisance mitrale ou même dans l'insuffisance aortique, qu'est-ce qu'on a? Dans l'insuffisance mitrale, on a une quantité importante du sang au niveau de VG.
Le VG va se dilater. Il va se dilater pour contenir ce volume de sang, ce VTD important, ce volume qui est diastolique important, cette surcharge en volume. Le VG va se dilater. D'accord? Le VG va se dilater et on aura une augmentation de rayon, une augmentation de diamètre de ventricule gauche. D'accord? La loi de Starling, elle veut dire quoi? Elle veut dire que quand on a une augmentation de la précharge, on va augmenter la force de contraction, on va le voir dans le schéma. J'espère que ça va pour le remodelage concentrique et le remodelage excentrique. On passe à l'activation, au deuxième mécanisme, ça c'est le premier mécanisme de compensation. C'est l'adaptation cardiaque. Par exemple, une hypertrophie, que ce soit concentrique. Concentrique, c'est l'épaisseur qui augmente, d'accord? C'est la surcharge en pression. Et excentrique, c'est le diamètre qui augmente, d'accord? C'est une dilatation de VG. C'est le diamètre de VG qui augmente, c'est la surcharge en volume. Deuxième mécanisme, c'est quoi? C'est l'activation du système nerveux sympathique. C'est normal. On a une baisse de débit cardiaque, d'accord? On a une baisse de débit cardiaque, d'accord? Il va y avoir libération des catécholamines qui vont augmenter la fréquence cardiaque et la contraction. Les catécholamines vont augmenter la fréquence cardiaque, ils vont augmenter la contraction pour essayer de maintenir les débits cardiaques. Mais bien sûr, ça a un prix. C'est quoi le prix? C'est l'augmentation de travail de cœur, parce que toi, tu as un cœur qui est en hypocontractilité, d'accord? Et tu lui dis, vas-y, tu contractes plus. Ça veut dire que tu es comme. Et on a les arythmies, parce que beaucoup de catécholamines, beaucoup d'arythmies. Et les arythmies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien autre que aggraver l'insuffisance cardiaque. J'espère que ça va. Ça, c'est pour la loi de Starling. La loi de Starling, alors je préfère ce schéma. Alors, ici, on a le VES. Regardez. Ici, on a ça c'est la deuxième courbe qu'on est en train de voir dans le cours. Ici, vous avez, sur les ordonnées, vous avez le VES, le volume d'éjection systolique. Et sur l'axe des abscisses, vous avez vous avez le volume télédiastolique. La loi de Starling, elle vous dit que plus, je parle de cas normal. Écoutez, je parle sur cette courbe-là. Elle vous dit quoi? Elle vous dit plus j'ai une augmentation de volume télédiastolique, j'ai une augmentation de la précharge, les fibres vont être plus étirées et par conséquent, la force de contraction, elle va être mieux à condition que le cœur, il a la capacité de se contracter. Hein. Il va en réserve contracter. Dans l'insuffisance cardiaque, regardez dans l'insuffisance cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qu'on a? Dans l'insuffisance cardiaque, la courbe, elle est en bas. Et on a l'impression même qu'elle est aplatie. D'accord? On a l'impression qu'elle est aplatie. On a l'impression que même si j'augmente le volume télédiastolique, au long cours, je parle surtout, même si on augmente le volume télédiastolique, le VES ne va pas, il va augmenter peu ou pas. Il va augmenter peu ou pas. Quand je veux expliquer. Pourquoi? Parce que au début, quand on a une augmentation de la précharge, on a un étirement des fibres de myocarde. D'accord? C'est bien. On a un étirement des fibres de myocarde. Le VG, il va se dilater. On a quand même un certain degré de contraction. Le cœur, il va se contracter. Le VES, il va augmenter. Mais au long cours, le VG est dans sa dilatation maximale. Les fibres
ils vont être trop étirés. Il va y avoir une mauvaise interaction actine-myosine. Donc, la contraction, elle va se faire moindre. 2. Toi, tu as une insuffisance cardiaque, il se continue. Mais à court terme, mais à long terme, elle est néfaste. Elle est néfaste pourquoi? Parce que toi, tu as un cœur qui est dans l'incapacité de se contracter et qui est dans l'incapacité il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé, hein. Donc, on a un cœur qui est en hypocontraction, on a un cœur qui est fragile, on a un cœur qui est incapable d'éjecter le sang, on a un cœur qui est en dilatation maximale, d'accord? Et toi, tu vas ajouter encore de volume, tu vas ajouter encore de précharge. Cette augmentation de la précharge, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire rien d'autre qu'augmenter les pressions de remplissage de VG. Parce que il y a un bruit parce que on a ce cœur qui va se contracter d'une manière. Le micro, s'il vous plaît. On a ce cœur qui va se contracter mal. Il va pas pouvoir éjecter tout le sang. On a dit que la fraction d'éjection sera basse. Donc, il sera toujours cette quantité de sang qui va rester dans le VG. On a une augmentation de volume diastolique. On a trop de liquide au niveau de VG. Et toi, tu vas ajouter encore tu vas ajouter encore de volume, ça va que empirer les choses parce que ça va augmenter les pressions diastoliques, ça va augmenter les pressions diastoliques et donc ça va se transmettre en antérograde, dans l'oreillette gauche, dans les veines pulmonaires, dans les capillaires pulmonaires et donc on aura la congestion pulmonaire, on aura l'œdème au niveau de poumon. On parle ici de cardiomégalie, qui est définie par un index cardiaque thoracique supérieur à 0,5. Diminue alors l'ionotropisme, on a expliqué pourquoi, et donc le débit cardiaque. Une hypertrophie ventriculaire importante entraînera une augmentation de la rigidité des parois. Ici, on parle de l'HVG. On parle ici de l'HVG concentrique, l'hypertrophie de ventricule gauche, et donc une altération de la fonction de relaxation et de remplissage des fonctions diastoliques. Donc, même ces mécanismes d'adaptation, même cette dilatation, même cette hypertrophie, à court terme, c'est bien, mais à long terme, c'est néfaste. Je n'arrive pas à partager l'écran. Ils m'ont dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une possibilité de déconnecter puis d'entrer? Je vais terminer le Zoom, puis on va entrer. Ça y est, j'espère que ça va. On enchaîne rapidement avec... On n'a qu'une demi-heure, hein, je crois même pas. Voilà, là, allez, alors, la physiopathologie, on a fait. Ça, c'est l'objectif. Après, pour les symptômes et tout ça, vous allez voir en sémiologie, en cardiologie l'année prochaine, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est clinique, paraclinique, exploration. Ne vous inquiétez pas. Le traitement, ce n'est pas l'objectif. Perdez pas votre temps, vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah. L'essentiel qu'on a fait, l'essentiel, on a abordé l'essentiel pour la physiopathologie. Alors, rapidement, pour les mécanismes d'adaptation périphérique, on a la vasoconstriction artériolaire. C'est normal. On a une baisse de débit cardiaque. Il va y avoir une vasoconstriction
au niveau des organes, au niveau des organes périphériques, tout ce qui est urogénital, tout ce qui est digestif, tout ce qui est rein, d'accord, pour que cette quantité de sang, d'accord, pour que le sang est orienté surtout vers les organes nobles, tels que le cerveau, le cœur d'abord, hein, le cœur, parce que quand on dit un mauvais débit cardiaque, le premier qui va souffrir, c'est le cœur, parce que même le cœur, il ne va pas recevoir le sang, d'accord. Donc, le débit cardiaque, on va essayer de l'orienter, la quantité, le peu de débit cardiaque qu'on a, on va l'essayer d'orienter vers le cœur, vers le cerveau, vers la surrénale, vers les organes non. Par le biais de quoi? Par le biais d'adrénaline et de la noradrénaline qui sont sécrétées par la médulle surrénale. Donc, par le biais de la noradrénaline, les concentrations augmentent dans le début de l'insuffisance cardiaque pour augmenter quoi? Pour augmenter la pression cardiaque, pour augmenter la contraction, la fréquence cardiaque, pour induire cette vasoconstriction pour que le sang passe vers les organes nobles, est responsable d'une désensibilisation progressive bêta myocardique aux catécholamines endogènes en cas de stress ou d'effort physique, c'est ce qu'on appelle le down regulation. Ça veut dire quoi? Au début de l'insuffisance cardiaque, il va y avoir une libération des quantités très importantes des catécholamines, notamment la noradrénaline, qui va augmenter la contraction cardiaque, qui va augmenter la fréquence cardiaque. Mais on a vu que le cœur est à la base en insuffisance cardiaque. Le cœur est à la base se contracte mal. Et toi, tu vas encore lui dire, vas-y, tu contractes encore. Lui, le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur est incapable d'assurer le débit cardiaque. Le cœur, lui aussi, souffre par manque d'oxygène. Les besoins, quand on a une augmentation de la contraction cardiaque par la noradrénaline, on va augmenter les besoins en oxygène. Or que le cœur, à la base, est incapable d'assurer les besoins en oxygène. Donc, pour contrebalancer l'effet des catécholamines, le cœur va diminuer la sensibilité, voire l'expression. Ça veut dire que les récepteurs de catécholamines, exactement les bêta-1 au niveau cardiaque, ils vont être internalisés. Pour qu'on ne va pas solliciter encore un cœur qui est déjà fragile. C'est dans ce sens-là, on parle de down regulation. Un autre mécanisme, c'est l'augmentation de l'extraction périphérique d'oxygène. Vous savez que dans le cas normal, on a une certaine quantité d'oxygène qui arrive et les cellules ne vont pas prendre toute la quantité d'oxygène. Ils vont prendre uniquement ce qu'ils auront besoin. D'accord? Mais quand on a une baisse de débit cardiaque, c'est une petite quantité d'oxygène qui leur arrive, ils vont prendre, on va dire, quasiment toute cette quantité d'oxygène. La rétention hydrosodée, bien sûr, quand on a une baisse de débit cardiaque, l'organisme, donc la rétention hydrosodée provoquée par la diminution de débit sanguin rénal, qui contribue à l'augmentation de la précharge et au maintien de la volémie, c'est normal. Quand on a une baisse de débit cardiaque, on a une vasoconstriction, notamment au niveau rénal, une vasoconstriction de l'artériole afférente, stimulation de la libération de l'arénine, angiotensine 1, le 1, il va devenir le 2, puis vous avez l'aldostérone. Au niveau du tube contourné distal, absorption du sodium et excrétion soit de potassium, soit de H+, pour augmenter le précharge, pour augmenter le retour veineux, pour augmenter la précharge, parce que la belle n'a que la précharge, quand elle augmente, on va essayer d'augmenter la contraction. Mais ça, ce n'est qu'au début, comme on a expliqué. Troisième mécanisme, c'est quoi? C'est l'adaptation neuro-hormonale. C'est le système sympathique, comme on vient de dire. On va augmenter la fréquence cardiaque, on va induire une vasoconstriction et surtout la contraction de cœur. Un autre système, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Le système rénine-angiotensine-aldostérone, vous avez l'angiotensine qui va induire la vasoconstriction, qui est le plus puissant vasoconstricteur au niveau de l'organisme. Et vous avez l'aldostérone qui va augmenter la volémie, la précharge, soi-disant pour augmenter la contraction de cœur selon la loi de Starling.
et aussi pour augmenter le volume d'éjection systolique tout simplement. On a l'arginine vasopressine, en fait c'est un trio. Peu importe la situation de stress, quand on a une situation de stress, que ce soit l'état de choc, que ce soit l'insuffisance cardiaque, que ce soit peu importe l'état de stress, on a ce trio qui intervient pour maintenir le débit cardiaque, pour maintenir la pression artérielle. Parce que la pression artérielle, c'est quoi? C'est le débit cardiaque fois et résistance vasculaire cardiaque. J'ai une baisse de débit cardiaque, j'ai une baisse de pression artérielle. Et pour maintenir la pression artérielle et donc la perfusion des organes, on a ces trois systèmes qui interviennent. Au début, vous avez le système nerveux sympathique. Après, vous avez le système rénine-angiotensine-aldostérone et l'ADH. L'ADH, c'est un vasoconstricteur, c'est pour ça qu'on l'appelle vasopressine, mais aussi, elle va augmenter l'absorption d'eau libre. L'augmentation d'absorption d'eau libre, elle va augmenter la volémie, elle va augmenter le retour veineux et donc la précharge. L'endothéline, c'est un vasoconstricteur artériolaire et veinulaire. Elle est libérée par les cellules endothéliales. Le système vasodilatateur. Alors, au cours de l'insuffisance cardiaque, on a deux systèmes, en fait. On a un système qui est vasoconstricteur. L'objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est quoi? C'est d'orienter, si vous voulez, le sang vers les organes nobles. C'est pour assurer la perfusion des organes nobles. Et en parallèle, on a un autre système, en contrebalance, on a le système vasodilatateur, qui sont les peptides natriurétiques BMP et le NT-proBNP. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? Dans l'insuffisance cardiaque, on a dit qu'on a de la congestion. Au niveau de VG, on a une congestion pulmonaire. On aura un œdème pulmonaire. Et au niveau de VD, qu'est-ce qu'on a? On a des œdèmes, on a moins de VG. Pour éviter cette surcharge en volume qui, en fait, ne va faire que aggraver l'insuffisance cardiaque, c'est ce qu'on a dit que la loi de Starling est néfaste au long cours, d'accord? Et bien, on a ce système vasodilatateur, représenté par quoi? Par les peptides natriurétiques qui sont le BMP et le NT-proBNP. C'est quoi? Alors, le proBNP, quand il se dit, c'est une protéine, d'accord, qui est libérée par les ventricules. Quand on a que ce soit une surcharge en pression ou bien une surcharge en volume, on aura une libération de proBNP qui va nous donner le BNP, plus le NT-proBNP. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter ils vont provoquer une vasodilatation, d'accord, pour qu'il y ait moins de retour veineux, d'accord, pour que le ventricule, il ne va pas recevoir plus du volume. Parce que quand il reçoit plus de volume, et lui est incapable d'éjecter ce volume, on a les pressions de remplissage qui augmentent, on a le dème pulmonaire qui est là. Donc, ils vont provoquer une vasodilatation, une diurèse, une natriurèse, ils vont diminuer l'absorption rénale de sodium et l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Alors, cette adaptation est vitale dans l'insuffisance cardiaque aiguë, mais peut à terme avoir des conséquences, des effets délétères. Augmentation de la consommation énergétique de myocard, épuisement, diminution de temps de diastole par la tachycardie, bien sûr. Quand on a une augmentation de la fréquence cardiaque, c'est le cœur qui se remplit moins, et le cœur qui se remplit moins, qu'est-ce qu'on a? On a une baisse de volume télédiastolique. Alors, l'effet des catécholamines également épuisable de fait d'une diminution progressive de nombre de récepteurs adrénergiques. Ça veut dire que même quand on va désensibiliser, même quand on va internaliser les récepteurs bêta-1 adrénergiques des catécholamines, le cœur va se contracter moins. Donc, tous les mécanismes d'adaptation sont bien à court terme, mais à long terme, ils sont néfastes.
Alors, le diagnostic, vous connaissez de l'insuffisance cardiaque gauche, vous avez la tachycardie, les penchements pleuraux, bilatéraux, râles crépitants ou sibilants. Chez le sujet âgé, on trouve même les sibilants, méfiez-vous des râles sibilants chez un sujet âgé. C'est un là, sur des râles sibilants, vous n'allez pas dire que c'est une crise d'asthme. Le premier diagnostic, c'est quoi? C'est une insuffisance cardiaque. Le deuxième diagnostic, c'est une crise d'asthme. Peut-être c'est un asthmatique chronique. On a un souffle systolique DM, c'est normal, c'est un souffle qui est fonctionnel parce que quand on a le cœur qui se délate, tout va être délaté, d'accord? Même l'anneau fibreux de la valve mitrale va se délater. On aura une insuffisance mitrale dite fonctionnelle et qui ne va faire que aggraver l'insuffisance cardiaque. Claquement de B2 en rapport avec la STAP, l'hypertension artérielle pulmonaire. Pourquoi? Parce que en fait, quand on a une insuffisance cardiaque gauche, quand on a une insuffisance cardiaque gauche, vous avez une augmentation des pressions de remplissage au niveau de VG qui vont être transmises dans l'oreillette gauche, puis dans les veines pulmonaires, puis dans les capillaires pulmonaires, puis dans l'artère pulmonaire. Et c'est comme ça qu'on aura l'hypertension pulmonaire. Et c'est une hypertension pulmonaire qui est d'origine post-capillaire. Elle vient là. Elle vient de VG. Elle vient pas de d'ici. Elle vient d'ici. C'est ça l'origine. C'est comme ça que ça vient. Alors, turgescence, bon, ça c'est la droite. Bon, hémoptysie, c'est par rapport à l'OAP, la taux, la cyanose, en général, l'hypotension, bien sûr, parce que la pression artérielle, c'est le débit cardiaque, soit les résistances. La dyspnée, c'est le plus important. Les gens qui ont une insuffisance cardiaque, c'est des gens qui sont dyspnéiques, hein, d'accord? Ils respirent difficilement. Justement, pourquoi ils respirent difficilement? Parce que c'est cette pression de remplissage qui est importante, qui caractérise l'insuffisance cardiaque. Les pressions de remplissage de VG sont augmentées, que ce soit dans la systolique, que ce soit dans la diastolique. Ils vont se transmettre en amont jusqu'aux capillaires pulmonaires. Les capillaires pulmonaires, ils sont en pression, ils sont en tension, et c'est ce qui va donner cette sensation de dyspnée qui est aggravée en position couchée. Parce qu'à la base, on a des pressions élevées en position couchée. La classification de l'ANIA, je vous laisse le soin de la lire. Ça, on vient d'expliquer. L'insuffisance cardiaque droite, les symptômes, vous les connaissez, c'est en amont, âgé, etc. Et puis, pour global, vous avez les deux signes. Pour les causes d'insuffisance cardiaque gauche, donc tout ce qui est en pression, HCI, IM, insuffisance aortique, les défauts de contraction, les cardiomyopathies dilatées, mais surtout les DM, les maladies entre cardiopathie restrictive et tout, les troubles de rythme, que ce soit tachycardie, que ce soit bradycardie, les deux, ils vont entraîner une insuffisance cardiaque. Même chose, sauf que c'est à droite. Nous aurons tout ce qui est maladie respiratoire, parce que les maladies respiratoires, ils vont... Alors, l'insuffisance cardiaque droite, elle a deux origines. Soit c'est l'insuffisance cardiaque gauche, comme on vient d'expliquer tout à l'heure, l'insuffisance cardiaque gauche qui va vous donner l'hypertension, devoir exercer une pression plus importante pour vaincre cette hypertension pulmonaire, il va se retrouver en insuffisance cardiaque droite, soit les maladies respiratoires, ils vont vous donner une vasoconstriction des capillaires, une hypertension pulmonaire et la même histoire. Bon, les étiologies, on a vu, la biologie, le CG, ça c'est la belle cardiomégalie. La cardiomégalie qu'on voit une dans l'insuffisance cardiaque systolique. Alors, j'essaie de faire rapidement pour avancer un peu. Regardez comment évolue l'insuffisance cardiaque. Au début, le cœur arrive à compenser. On a l'augmentation de la fréquence cardiaque. On a les vasodilatations. On a la dilatation. On a l'hypertrophie. Tout dépend le mécanisme, si c'est une surcharge compression ou bien surcharge en volume. Mais à un certain moment, les symptômes continuent toujours
aggraver, on aura toujours la décompensation chronique, on a toujours les mécanismes, ils vont être dépassés, et là, on a les symptômes sérieux qui s'installent. Les symptômes sérieux qui s'installent, c'est la dyspnée. Au début, elle est à l'effort. La cinquième étage, il peut pas respirer, il respire difficilement. Il a la dyspnée, il a la gêne, il a la fatigue. Avec le temps, même quand il marche, d'accord, même quand il marche, c'est le NIA 3. Et à la fin, même au repos, imaginez-vous que il ne peut pas. Imaginez. Il y en a, et c'est ça la finalité de l'insuffisance cardiaque. Pour les traitements médicaments, non médicaments, le plus important, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Les médicaments, on a les EEC, les diurétiques, les bêta-bloquants. Pour le traitement chirurgical, c'est surtout le traitement de la cause. On a les pacemakers, on a les défibrillateurs pour les troubles de conduction, les troubles de rythme, parce que qui dit insuffisance cardiaque dit des troubles de rythme. Voilà, en conclusion, l'insuffisance cardiaque, c'est un syndrome clinique. On a bien compris, c'est un syndrome et non une maladie. Elle se caractérise par une diminution de débit cardiaque, une intolérance à l'effort, une rétention hydrosodée. Les deux grands mécanismes physiopathologiques sont la dysfonction systolique par problème de contraction diastolique. L'insuffisance cardiaque aiguë est une maladie grave qui nécessite une prise en charge urgente. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, posez-les dans la chat. Ça nous reste à peine un quart d'heure. Après, je vais vous envoyer la diapo. Je vais vous envoyer la diapo. Et tête la diapo dans les commentaires, vous posez vos questions. Mais aussi maintenant, on a encore un quart d'heure, vous posez vos questions. Et s'il y a ceux qui gardent toujours des questions de cours de troubles hydrosodés, vas-y aussi. Allez, des questions pour profiter des 15 minutes qui nous restent. J'ai essayé de... C'est pas un cours qui se fait en 2 heures, mais c'est le seul moyen. Bon, une question. Comment l'insuffisance cardiaque aiguë arrive à l'état de choc cardiogénique? Alors, comment l'insuffisance cardiaque aiguë arrive à l'état de choc cardiogénique? Alors, quand on a une insuffisance cardiaque aiguë, ça veut dire quoi? C'est un cœur qui n'arrive plus à éjecter le sang, d'accord? Il n'assure pas le débit cardiaque, d'accord? La pression artérielle, elle va chuter. La pression artérielle, c'est le débit cardiaque fois la fréquence cardiaque. Comment tu veux que tu as une pression qui assure la perfusion des organes et toi, tu n'as pas un débit cardiaque? Donc, l'insuffisance cardiaque aiguë donne un état de choc cardiogénique parce que tout simplement, on a une baisse de débit cardiaque qui va être à l'origine de la baisse de la pression artérielle, qui va être à l'origine de la baisse de la perfusion des organes. Ça, c'est l'état de choc. Pourquoi cardiogénique? Parce que le problème est cardiaque, peu importe systolique ou bien diastolique. Quand est-ce qu'on parle d'une hypertrophie de cœur ou dilatation de cœur? Oh là là, ça c'est pas à la fin, Esma. Alors, une hypertrophie et dilatation. Alors, écoutez. Alors, je vais m'aller rapidement. Regardez. Quand on dit une hypertrophie, c'est quoi? Une hypertrophie, c'est quoi? C'est une augmentation. Regardez ce schéma rapidement. Mais maintenant, on va essayer d'ouvrir de nouveau. Alors, quand on dit une hypertrophie, c'est toujours la masse de Vg qui augmente. Le poids regardez ici, augmentation de la masse de Vg. Quand on dit une hypertrophie, c'est toujours la masse, le poids de Vg qui augmente. C'est ça l'hypertrophie. Maintenant, si on a une dilatation, regardez la belle dilatation. C'est le diamètre qui augmente, d'accord?
c'est le diamètre qui augmente parce qu'on a une augmentation de la précharge. On a une surcharge en volume. Quand le diamètre augmente, les parois vont devenir minces. On parle de dilatation. Vous aurez une cardiomygalie à l'imagerie. C'est le dysfonction systolique. Par contre, quand on a l'épaisseur de la paroi qui augmente, ça j'ai oublié, c'est l'HVG excentrique est égal à la dilatation. C'est la même chose. Soit le dilatation, soit l'hypertrophie excentrique. Quand on a une augmentation de l'épaisseur de la paroi parce qu'on a une surcharge en pression, on parle d'hypertrophie, mais cette fois-ci, on parle d'hypertrophie concentrique. Lors de l'insuffisance cardiaque diastolique, on a diminution de la poste de champ. Alors, on a augmentation de la poste de champ et augmentation de la précharge. Et la systolique, c'est même. Alors, tac, 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 tac. Où est-ce qu'on a? Asus. Alors, Asus. Au cours de l'insuffisance cardiaque diastolique, on a une augmentation de la poste de charge. D'accord? Ce n'est pas une diminution de la poste de charge. Et on a une baisse de la précharge. C'est logique. Toi, tu n'as pas un volume diastolique, donc le cœur ne va pas être rempli. Docteur, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque dans le cas du HVG mixte. Docteur, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque ni hypertrophie mixte. Si, il y a une insuffisance cardiaque. Si. Bon, HVG mixte, on peut avoir, mais pour simplifier, on peut avoir une HVG mixte. Bon, c'est vrai. Mais bon, le plus important, c'est les deux. C'est l'HVG excentrique, c'est l'HVG concentrique. Est-ce que quand tu seras à l'aise bien avec elle, fais des petits schémas pour bien récapituler les notions. Parce que ça, c'est des notions de base pour que vous orientez. Après, une fois à l'aise, vous revenez, vous revoyez le cours et c'est là vraiment vous commencez à comprendre et à poser des questions. Parce que d'un seul coup, c'est pas évident. Encore. Encore, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vous montre une chose et on clôture la séance. C'est bon. Montre juste deux petites courbes, d'accord? Courbe, on a vu la courbe normale, on a vu la courbe normale. Je vais vous montrer juste un moment la courbe au cours de dysfonction systolique et au cours de dysfonction diastolique et comment on a augmentation de pression, de remplissage de la pression diastolique de VG qui va être à l'origine de la congestion pulmonaire, de l'œdème pulmonaire et de la dyspnée qui caractérise l'insuffisance cardiaque gauche. Alors, regardez votre
Alors, là, c'est... Alors, regardez la courbe quand on a une dysfonction systolique. C'est une courbe qui va se dévier vers la droite. Vous voyez, ça, c'est la courbe normale, là. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Alors, ça, c'est la courbe normale. Regardez, la courbe de dysfonction systolique est où? Elle est déviée vers la droite et elle est plus petite, hein. Et voyez la valeur de la pression de VG. On a une augmentation de pression de remplissage de VG. Voyez le volume télédiastolique qui est augmenté. Quand à 120 maintenant il est à 160. C'est un cœur qui est incapable d'éjecter le sang. On a une fraction d'éjection qui est basse. D'accord. Maintenant, voyez l'autre courbe en cas de dysfonction diastolique. Voyez la compléance de VG qui est diminuée. Voyez la valeur de la pression de VG. Pour augmenter le remplissage de VG, on a besoin des pressions de remplissage importantes parce que c'est un cœur qui n'est pas complet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.